Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce second cours de ce troisième ensemble de cours consacré aux espèces réactives et intermédiaires. Et donc aujourd'hui, on va parler plus de carbanions, après avoir vu les carbocations la semaine dernière. Alors c'est vrai que cette classification peut paraître du coup très peut-être cloisonnée, mais en fait, elle a aussi ses avantages. Je reviendrai dessus un petit peu au milieu du cours, pourquoi on a un tel découpage. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, donc, je vais vous parler de carbanions d'une façon très générale, avec une sélection, j'ai envie de dire, qui est la mienne, qui est discutable. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Mais j'ai préféré aussi donner la place à deux vrais spécialistes du domaine. Donc, il y aura deux conférences aujourd'hui. Alejandro Pérez Luna, de Sorbonne Université, qui va nous parler d'organométalliques, mais surtout dimétalliques. Et puis Clément Chauvier, aussi de Sorbonne Université, qui va nous parler de carbanions par une méthode particulière, donc par extrusion d'un gaz inerte comme le diazote. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les carbanions, c'est souvent, pourquoi c'est des intermédiaires intéressants, c'est que souvent quand on commence la chimie, on va beaucoup parler de SN2, SN1. Alors SN2, éventuellement, on va avoir des carbanions, mais pas tant que ça. SN1, on voit les carbocations. Mais dès qu'on va au labo, souvent, une des premières choses qu'on fait, c'est un organométallique et c'est souvent un réactif de Grignard. Souvent, le premier TP, terbutyl MgCl, c'est un des premiers TP qu'on a. Donc, on va être confronté expérimentalement à ces espèces assez rapidement. Alors, bon, globalement, la définition, elle est assez évidente, c'est une espèce C qui est un atome de carbone chargé négativement. La charge négative donc, est localisée sur cet atome de carbone. C'est des intermédiaires dont on s'est rendu compte rapidement qu'ils étaient particulièrement importants en synthèse organique. Et là aussi, dans l'apprentissage assez, on va dire, tôt, la chimie organique, on va apprendre la réaction d'Aldol, mais aussi Kneuvenagel, Dickmann, et tout ça, c'est des carbanions très stabilisés. On écrit des belles structures limites. Tout ça est très facile à comprendre. Cette notion même de nucléophilie qui est associée aux carbanions, on la comprend assez bien. Il y a aussi une notion de basicité qui vient assez rapidement. Les carbanions sont aussi importants en synthèse de macromolécules. La polymérisation anionique, c'est une grosse partie de la polymérisation. Pour faire quoi? Des polybutadiènes, polysoprènes, c'est des matériaux qu'on trouve dans les pneumatiques, et puis polystyrène également. Donc, importance claire de cette voie réactive. Et puis, une revue intéressante là, de Z. Herzon qui insiste sur l'importance des intermédiaires carbanioniques en synthèse totale de produits naturels, où il dit que les carbanions sont de plus en plus installés dans des molécules complexes, faisant appel à pas mal de complexité moléculaire, mais aussi d'étapes. Et j'en parlerai plus tard, pas dans le cadre de ce cours, mais plutôt certainement au cours numéro 6, avec des exemples très très récents de synthèse totale de molécules vraiment particulièrement complexes, où vous avez un festival un petit peu du carbanion, différentes méthodes de génération de ces espèces et surtout aussi de réactivité. Et puis évidemment, le carbanion, lui aussi, il évolue, sans compter qu'on a eu aussi l'avènement de la chimie des transition metals qui va aider, mais même d'un point de vue purement basique, la flow va permettre d'optimiser pas mal de processus carbanioniques. On peut maintenant accéder à des intermédiaires carbanioniques par catalyse photoredox ou par électrosynthèse. Et ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus dans le cours numéro 4. Alors, d'un point de vue structural, ça je l'avais un petit peu présenté au cours dernier. Premier carbanion isolé, c'est par Wilhelm Schlenk en 1916. En partant toujours de ce chlorure de trityle qui est à l'origine de presque toutes les découvertes importantes du moment. Soit on fait le radical, on peut faire le carbocation si on fait une solvolyse, mais on peut aussi faire le carbanion en le traitant par du sodium, et il fait une métathèse ici de cation et obtient une structure relativement bien définie qu'il arrive à isoler. Donc il n'y avait pas de RX à l'époque. Donc c'est 1916. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 1900, Grignard avait lui découvert les réactifs de Grignard.
mais que la relation entre ces types d'espèces n'était absolument pas claire. En tout cas, c'est des papiers, c'est des littératures qui ne vont pas forcément se citer. Il va falloir que quelqu'un conceptualise un petit peu cette notion de carbanion, et ça va prendre un petit peu de temps. Ça a été la même chose d'ailleurs avec les carbocations. À croire que cette espèce était quand même intéressante, puisqu'en 1985, le groupe de Power, lui, cristallise finalement ce triphényl méthylcarbanion. Il cède dans ce cas-là, donc il va faire une déprotonation ici de ce proton qui est relativement acide. Il va rajouter un chroniseur et voilà la structure cristalline. Donc j'ai été chercher le CIF sur le SI de l'article parce qu'en fait, la structure RX qui est donnée dans l'article ne montre pas le lithium qui est pris en sandwich par 2 éthers-couronnes. Alors cet éther-couronne est spécifique au lithium, hein, c'est de la bonne taille, c'est celui qui est utilisé généralement. Et donc l'anion ici, il est là. Et on voit que les 3 aromatiques, comme on peut s'y attendre, ne peuvent pas être dans le même plan, donc on a une forme d'hélice, ce qui est la géométrie classique de ce genre d'espèce. Donc cette espèce est relativement stable, évidemment il ne faut pas lui faire voir trop l'air ni l'humidité, mais on peut la garder dans des solutions dans le THF, dans le freezer, sans trop de problème, à moins 20 degrés, et le solide, lui, est très très stable. Alors bon, donc là, c'est des espèces très, on va dire, très, très stables, dont la réactivité n'est pas forcément intéressante. Alors juste la chimie des carbanions, donc voilà, c'est une sélection un petit peu des personnes qui ont marqué l'histoire. On pourrait en mettre d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a plein de noms qui peuvent venir en tête, mais bon, la découverte des réactifs de Grignard par Victor Grignard est certainement quelque chose d'extrêmement important. Donc ça a été fait en 1900, la découverte, et prix Nobel en 1912. Bon, même si ce n'était pas les mêmes époques, on voit que tout de suite, la notion de ces espèces a été tout de suite comprise qu'il y avait quelque chose d'hyper important à cette chimie. Les réactifs de lithien par Schlenk, 1917, on connaît évidemment toute l'importance des organolithiens, mais il n'a pas fait que ça. Il y a aussi l'équilibre de Schlenk entre un Grignard et un organomagnésiien. Et puis Schlenk, c'est peut-être le nom qu'il dit pratiquement tous les jours le plus au labo, hein, parce qu'il a aussi inventé plein de verreries qui sont utilisées par tout le monde. Et vous tapez Schlenk sur Google et images, vous allez voir le nombre de verreries que vous pourrez voir. Donc quelqu'un d'extrêmement contributif sur ce genre de chimie. Et puis 2 noms importants, les 2, vous allez voir, ont été en parallèle sur pas mal de découvertes dans les années 40, à savoir l'orthométallation et l'échange halogène-métal. Et un va avoir le prix Nobel, c'est Wittig, en 1979, et Gilman, vraiment quelqu'un de très très important aussi dans la chimie des carbanions, ne l'aura pas. Mais la différence, c'est que Wittig va l'avoir en fait pour la réaction de Wittig, qui elle est une réaction vraiment qu'il a inventée. Et mais les contributions de Gilman ont été aussi super importantes. Et puis on pourrait citer après Robinson pour les énolates, Michael pour les additions conjuguées, Ingold du Canning-Gold Prelog, et donc qui lui a travaillé sur toutes les notions de nucléophiles, SN2, et Chibron pour la chimie des organobores, et on va en parler aujourd'hui avec Alex, va nous présenter la chimie de bore, enfin, du moins tu as travaillé dessus, tu es spécialiste dessus. Et puis Eiji Kori avec le Lung-Polung, la synthèse totale, les ilures. On pourrait aussi penser à Cram, qui a beaucoup travaillé sur la stéréochimie des carbanions, par exemple. Voilà, donc comment accéder à des carbanions? Bon, là, un certain nombre de méthodes possibles. La première qui vient souvent en tête, c'est une simple méthylation d'un dérivé RX, donc vraiment l'approche type Grignard, où on va mettre un métal 0, on met un halogénure, et puis on va obtenir une espèce organométallique, donc on a globalement formellement une oxydation du métal, ici, comme si c'était une addition oxydante. Et globalement, on peut former un lithien de cette façon ou un Grignard. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Il faut simplement travailler dans des conditions souvent un petit peu importantes. Alors évidemment, les carbanions sont très sensibles à l'eau, donc je n'ai pas besoin de le dire et de le redire, mais bon, généralement, on va travailler dans des conditions complètement anhydres et aussi déoxygénées, parce qu'un carbanion réagit quand même bien très bien avec l'oxygène. On peut aussi faire des réactions de déprotonation, c'est couramment utilisé. Souvent, ça nécessite d'ailleurs d'utiliser un carbanion pour déprotoner un autre site, mais il y a d'autres façons de le faire.
Et je vais parler un petit peu plus tard de ça. On peut faire un échange halogène-métal, où donc, par exemple, ça c'est notamment très vrai avec les lithiens, mais aussi les magnésiens, comme on va le voir après. Où globalement le carbanion ici va en fait permettre d'engendrer maintenant un carbanion ici sur ce site. C'est une réaction qui est très pratique, qui se fait généralement à basse température. Transmétallation, là aussi c'est Schlein qui a trouvé la première, pas forcément celle à laquelle on pense tous les jours, mais prendre du diéthylmercure plus du lithium et on obtient donc le lithien de cette façon-là. Mais d'une façon générale, on va pouvoir avoir un organométallique, rajouter un sel. Ce sel, généralement, va avoir un pouvoir oxydant supérieur au métal ici, donc le M', et on va pouvoir avoir ce type de transmétallation. Et transmétallation, c'est vraiment très important pour calibrer la réactivité d'un anion, d'un carbanion, vis-à-vis d'un électrophile. On verra quelques exemples dans le cours. Carbométallation, par exemple, la polymérisation fonctionne de cette façon. On a l'addition d'un organométallique sur une insaturation. Ça peut être un alcène, ça peut être une triple liaison. Mais bon, c'est le principe de la polymérisation anionique. Ou hydrométallation, donc simple hydroboration, mais ça peut être hydroalumination, là aussi, qui marche assez bien, qui sont d'ailleurs stéréospécifiques. Et aussi réduction d'un radical par soit photocatalyse ou par électrochimie. Donc ce qu'on appelle les radical polar crossover process. Et là aussi on a un expert dans la salle, mais c'est une façon assez habile d'engendrer un carbanion. Bon, après il y a également d'autres méthodes, mais voilà quelques-unes peut-être les plus fréquemment utilisées. Alors donc dans les années 38-39, Wittig et Gilman vont être dans une course effrénée et vont quand même faire ça de façon assez, j'ai envie de dire, plutôt gentleman. Ils vont se citer correctement. Il y a pas, on a vu dans le cours dernier qu'au niveau du carbocation, c'était pas toujours c'était plutôt tendu. Là, ça se passe plutôt bien. Mais ils vont obtenir exactement le même type de conclusion et de résultats avec beaucoup la chimie, il faut dire ce qui est, de l'anisole et la bromoanisole. Donc Wittig montre qu'on peut déprotoner en ortho cette anisole, une ortholithiation. Alors, ce n'est pas des conditions les plus douces, on peut faire ça de façon beaucoup plus soft, c'est clair, mais on peut piéger l'anion correspondant par un électrophile avec des rendements corrects. Il montre aussi que maintenant, si on a des bromures sur le substrat, en utilisant le même réactif, on va pouvoir obtenir régiosélectivement cet organolithier. Et donc on peut imaginer quand même qu'il y a un effet ici directeur du méthoxy. Je vais revenir un petit peu sur cette notion d'effet directeur. Et puis là aussi, il piège cet anion avec du CO2 ou la benzophénone pour obtenir le carbinol. Gilman globalement conclut qu'on peut aussi faire cet échange halogène-métal. Lui, son réactif vraiment fétiche, c'est le N-butyl-lithium. Je pense qu'il y avait une production de N-butyl-lithium importante dans son laboratoire, probablement des litres. Et donc, il va pouvoir faire cette orthométallation de l'anisole, piégé là aussi avec du CO2. Et ça, c'est des réactions qui sont décrites. Vous voyez, le rendement n'est quand même pas extraordinaire ici. Ce qui montre aussi, c'est que cette réaction peut être faite avec du lithium dans des rendements assez comparables. Et puis, l'orthométallation également directe, sans passer par un échange halogène-métal, va donner des choses assez semblables. Donc les deux, dans les mêmes articles, 1938-1939. Donc reprises après par pas mal de gens, réanalysées, réoptimisées, ainsi de suite. Alors, si on parle de la déprotonation, il y a quelque chose qui, on va dire, qui généralement fait date et qui reste quand même une référence. Et généralement, quand on est étudiant, et que vous demandez à votre directeur de thèse ou votre responsable de master est-ce que je vais déprotoner là, il va dire regarde les tables de Bordwell. Okay, donc ces tables de Bordwell, c'est quoi? Donc Bordwell, c'est un physico-chimiste qui a passé une bonne partie de sa carrière à établir les pKa de nombreux composés organiques et inorganiques également. Donc il les a mis dans des tables, pKa dans l'eau, dans le DMSO. Vous pouvez trouver toutes ces tables dans la littérature. Elles sont également sur des sites, parce qu'elles ont été compilées ensuite par Hans Reich, un de ses collègues, donc lui qui est à l'université de Madison, Bordwell à l'université de Northwestern.
Nous avons eu Jérôme Lacour la semaine dernière, et lui aussi, il a par exemple l'ensemble des tables de Bordwell sur son site. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup de sites de labos ont ces données qui sont quand même très utiles, qui sont évidemment des données thermo qu'il faut prendre avec sérieux, mais aussi en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle donne un ordre d'idée, mais évidemment, on peut avoir des réactivités adverses, et on va voir dans quel cas. Et puis, alors bon, vous voyez ici, on peut avoir quand même par exemple des acidités très fortes sur des carbones, 7,3 pour cet acide de Meldrum, qui est quand même un cas particulier, mais c'est certainement des carbones acides les plus forts. Et puis après, là, on est par pKa montant. Bon, enfin bref, tout ça se trouve, et c'est important. Ça fait penser un petit peu aux tables qu'on a vues de Meyer au cours numéro 1 sur l'électrophilie, nucléophilie. C'est fait partie de ces documents vraiment importants. Alors, une autre façon d'être confronté assez rapidement à la chimie des carbanions, parce que ça a été une chimie qui a été très constitutive pour la synthèse. Et puis je vois un certain nombre de collègues dont l'âge est voisin du mien, et on est passé beaucoup par cette chimie des zénolates. Alors ça, la chimie des zénolates, ça a occupé beaucoup de monde parce que ça permet d'accéder à plein de produits naturels, parce qu'on peut faire des polyols de façon stéréocontrôlée. C'est assez facile à mettre en place. Et se poser plein de questions. Si vous prenez une simple cétone comme ça et vous mettez une base, vous pouvez avoir deux zénolates. Un dit le thermo, l'autre dit le cinétique. C'est juste le site de déprotonation qui est différent. Et donc, avec AH à température ambiante, on va obtenir cet énolate, a priori le plus stable, donc qui correspond au thermo. Et si vous faites la même réaction avec le LDA, alors je n'ai pas noté le LDA, c'est cet anion ici, c'est un amidure de lithium. Donc basique, pK environ 35, mais surtout encombré à cause des deux isopropyles, donc pas du tout nucléophile, quoi. C'est ça qui est important, c'est basique mais non nucléophile. Enfin, il y a des cas de nucléophilie du LDA, mais ça reste quand même très occasionnel. Et donc ce LDA, lui, va prendre les protons les plus accessibles. On est à basse température. Et alors, ceux qui sont favorisés statistiquement, parce que là, il y en a deux, là, il n'y en a qu'un. Alors, plus acide, j'ai mis entre parenthèses, parce que ici, c'est pas forcément. L'acidité ici est très certainement contestable, mais il y a des cas, ça correspond aussi au proton le plus acide. Parce que l'acidité ici, entre ce proton-là et ceux-là, à mon avis, c'est pas du tout si évident que ça. On peut considérer que le phényl, ça se trouve, contribue à baisser le pKa. Mais bon, ici, ce qui est important, c'est l'accessibilité et le fait qu'il y en ait plus. Alors, je pourrais passer pas mal de temps là-dessus. Il y a des équilibres entre les deux. On peut vraiment jouer sur les conditions pour les avoir. Une bonne façon, par exemple, pour avoir un éther, un énolate thermo, ça va être de faire l'éther d'énol silylé. Ça se fait très facilement, triméthylsilyl, triéthylamine, composé qu'on va pouvoir purifier. Et puis on traite par du méthylithium, et là, on obtient quelque chose qui est fait de façon très propre. Alors, il y a d'autres façons de faire des énolates. On peut faire aussi l'addition conjuguée d'un hydrure sur une cétone, alpha-bêta insaturé, par exemple cette sélectride. Et là, ce que l'on voit, c'est que selon les conditions, moins 78 ou 0 degré, on va faire deux énolates différents, qu'on piège par cet agent ici qui libère un triflate. Et donc, c'est un agent électrophile. Et on va pouvoir avoir ces deux énolates. Alors ici, a priori, on a le thermo, donc avec la double liaison ici. Et celui-là correspond au cinétique. Donc là aussi, ils ont fait les études d'équilibre en montrant qu'on peut partir du cinétique et arriver vers le thermo. En fait, ce qu'il faut, c'est une source protonante qui est généralement le substrat lui-même. Cet équilibre, il l'explique par une analyse conformationnelle. En fait, globalement, l'énolate ici, quand il est dans cette position-là, est plus stable. Ça permet de mettre le groupement R dans une position pseudo
équatorial et non pas équatorial comme l'énolate cinétique. Bon, voilà. C'est un papier dans un journal, Tech Let, qui n'est pas forcément du plus haut rang, mais qui est assez intéressant parce que c'est fait par des industriels. Et eux, ce qui les intéressait, c'est d'accéder à ce produit naturel, ici, cet alcaloïde naturel. Et ils avaient absolument besoin de cette double liaison ici pour faire ensuite une HEC. Donc, en fait, ça reste quand même une chimie assez intéressante de pouvoir vraiment guider cette formation de façon régiosélective de cette double liaison ici. Alors, les lithiens, si on a une vue, on va dire, relativement... si on veut rester simpliste, bon, ça va. Mais en fait, la réalité, elle est compliquée. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, un organolithien, là, je vais me concentrer sur eux, c'est généralement des agrégats dépendants du groupement carboné, dépendants du solvant, fortement. Donc, par exemple, le méthyllithium dans le THF va être un tétramère, mais si vous rajoutez du HMPA, qui est cette molécule-là, mais je vais en parler un petit peu aussi après. Je vais parler un petit peu de ces effets de molécules coordinantes. Vous avez un hexaméthylphosphoramide. C'est une molécule qui va casser généralement les agrégats ou qui va les changer. Bon, ici, on reste dans l'éther, on reste en tétramère, mais globalement, on va l'utiliser dans certains cas. On a le butyllithium dans l'éther est un tétramère, mais dans le pentane, il va être un hexamère, ainsi de suite. Et donc ici, cette revue très intéressante là, de Reich, si vous êtes intéressé par ces phénomènes d'agrégats, là, ça répertorie toutes les structures qui ont été caractérisées. Par exemple, pour les tétramères, vous avez des tétramères cubiques, mais aussi, alors ça c'est les atomes de carbone ici en noir, ou sous forme ladder, ou open, ou des ladders, donc ladder c'est comme échelle, hein, de façon angulaire ici, ou cyclique, enfin ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été caractérisé soit en solution, soit à l'état solide. En France, on a eu une contribution assez importante du labo à Rouen, notamment de Jacques Madalono, qui montre, lui, par exemple, que rajouter du LiCl sur le méthyllithium va changer les formes agrégatives. On reviendra sur ce rôle du LiCl sur d'autres types de réactifs. Donc voilà, donc ça, il faut en être conscient. Et notamment, l'autre message aussi, c'est que les solvants sont très, très importants. C'est-à-dire que quand vous démarrez une chimie carbanionique, vous êtes obligé de prendre conscience de quel solvant vous allez travailler. Est-ce que c'est une base de Lewis? Est-ce que ça va être un hydrocarbure? Et éventuellement, est-ce que vous allez mettre des additifs ou pas? Et on va en discuter un peu plus. Alors, dans le cadre de ce cours, j'avoue qu'il y avait des connaissances partielles, celles qu'on acquiert par sa recherche, par ses cours et tout ça. Et notamment, on connaît toujours Schlosser pour sa contribution sur les fameuses superbases. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, et même si c'est maintenant bien établi, une contribution très très importante de Lokman, chimiste tchèque, qui a travaillé à Prague, donc qui a laissé quand même probablement une célébrité moindre, mais pourtant ses contributions ont souvent précédé celles de Schlosser sur pas mal de choses. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en mettant des additifs dans la chimie des organolithiens, on pouvait arriver à des molécules d'une très très grande basicité, qui pouvaient même déprotoner, par exemple, le benzène. Alors, donc vous voyez 1965, 1966, 1967 pour Schlosser. Mais en fait, cette idée était remontée même à d'autres constats. En fait, c'était les polyméristes qui avaient observé que si on partait par exemple de certains organosodés et qu'on mettait un sel d'alkoxyde de sodium, on améliorait fortement la réactivité du système organométallique. Et ils avaient aussi remarqué ça avec les lithiens. Donc en fait, il y avait déjà des connaissances là-dessus. Alors c'est le nombre de fois où la chimie des polymères finalement a des constats, des observations qui peuvent être particulièrement utiles, on va dire, pour la chimie moléculaire, c'est assez fréquent, notamment en chimie radicalaire, il y a eu beaucoup d'échanges comme ça entre les deux communautés. Alors, prenons par exemple, alors juste pour faire assez court,
Lockman et Schlosser vont se concentrer sur le mélange butyl-lithium TBUOK, puisqu'en fait, globalement, ils vont montrer assez rapidement qu'en moyenne, c'est ce qui leur donne de meilleurs résultats et les plus fiables. Et par exemple, on va pouvoir déprotoner le toluène avec le N-butyl-lithium. Si vous le faites dans le truc classique, c'est quelque chose qui marche très mal. C'est très long. Si vous mettez du TBOK, cette réaction est pratiquement instantanée. Donc vous voyez l'effet assez important de mettre l'additif. Pour le benzène, c'est pareil, vous pouvez métaller le benzène de cette façon en utilisant le mélange N-butyl à TBOK qui a un nom particulier qui s'appelle le licor. Et on peut piéger donc cet anion et obtenir le bromobenzène. Et puis, Lockman va avoir des résultats assez semblables. Avec lui, ce qu'il observe, c'est qu'en utilisant le terbutyl de pentane, il dit qu'il a un mélange des sels ici, potassium-lithium. Parce qu'en fait, le vrai problème est quelles sont les espèces qu'on engendre en fait, dans ces mélanges. Parce que l'hypothèse de base, c'est la suivante. C'est que quand on met du butyl-lithium avec le terbutyl de potassium, on ferait du butyl-potassium, a priori beaucoup plus basique, et ce sel de lithium. Donc ça, c'est l'hypothèse, et c'est finalement la vue qu'on peut garder en tête. Mais Schlosser a montré qu'en fait, si on forme du butyl-potassium et indépendamment et qu'on compare avec la réactivité du mélange licor, on a pas mal de choses qui sont assez divergentes en fait. Par exemple, avec les alcènes, le butylpotassium va attaquer à la fois, va déprotoner la position oléphinique, mais aussi allylique, alors que le licor, lui, va s'intéresser qu'aux positions allyliques. On a aussi, sur le cumène, on va avoir les taux de déprotonation en benzylique ou sur le noyau aromatique vont être différents et aussi les ratios méta-para vont être différents. Alors il y a des effets isotopiques qui sont différents aussi selon le pur butylpotassium et le mélange licor. J'avoue que j'étais assez curieux d'avoir une explication là-dessus. Malheureusement, c'est observation, mais ça n'a jamais été vraiment publié dans le détail. Voilà, donc on n'en saura pas beaucoup plus. Et puis un truc qui est important, c'est que le butylpotassium dans le THF, c'est un peu illusoire de le garder, alors que ce mélange-là, a priori jusqu'à moins 50, le mélange licor, vous pouvez quand même le garder, il est relativement stable. Donc il y a vraiment des différences assez importantes. Alors, un autre additif beaucoup utilisé, c'est le TEMDA, la TEMDA, donc le tétraméthylène diamine, qui a là aussi eu des effets assez magiques quand on l'ajoute dans un certain nombre de réactions, donc qui va augmenter les réactions de méthylation, d'orthométhylation, ainsi de suite. Celui qui s'est beaucoup intéressé, entre autres, il n'y a pas que lui, mais c'est David Colum, qui a fait un Account of Chemical Research en 92 qui est particulièrement intéressant. Alors c'est vrai que généralement, en TMEDA, là aussi, on peut avoir une vue très simpliste. En fait, ce complexe bidante du lithium par cette amine, et puis du coup un carbanion très, très réactif, très, très libéré. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a certainement là aussi des formes où il y a une complexation bidante, mais aussi simplement monodante. Et ce qui est important, c'est qu'on voit bien que les complexes TMEDA organolithiens sont généralement, les états d'agrégation sont plus faibles que quand il n'y en a pas. Donc clairement, le TMEDA sert à casser des agrégats, mais on forme encore des espèces qui peuvent être fortement liées. Ici, un exemple de cet anion silyle. Le TMEDA va être lié au lithium ici de façon bidante, mais on a aussi ce pont monodente et ainsi de suite. On peut même avoir des polymères ici entre un complexe butyl-lithium 1 et TMEDA. Donc ça, c'est des espèces cristallisées, donc c'est un peu particulier parce que à l'état solide et en solution, c'est différent. Mais globalement, la vue simpliste ici, il faut quand même il faut savoir que c'est un petit peu plus complexe que cela. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, Colum a analysé pas mal de choses et donne ce qu'il appelle des guidelines pour l'utilisation du DMEDA. Donc c'est d'ailleurs guidelines avec un S, qu'il y en a plusieurs. Donc ça a un effet très important sur les structures, les organolithiens.
Et surtout si vous êtes en absence de THF. Ça, c'est vraiment le point important. Si vous avez du THF, l'effet relatif de la TMDA est beaucoup plus faible. C'est très sensible à la température, ce qui paraît assez logique, puisque en fait, comme vous formez des complexes d'association, si vous les chauffez, vous allez contribuer à leur dissociation. La TMDA va pouvoir contribuer à vous casser vos agrégats, mais vous allez aussi former des espèces parfois état 1, donc vous avez une certaine, des équilibres de complexation. Finalement, ça fait penser un petit peu à des ligands sur des métaux de transition, c'est-à-dire que vous allez ouvrir presque des vacances. Donc globalement, il ne faut pas voir ça d'une façon très très statique. Les effets peuvent être aussi importants pour des espèces assez peu encombrées qu'encombrées, ça c'est assez important, mais ça ne se passera pas évidemment de la même façon, c'est-à-dire que dans le cas où c'est encombré, on n'aura pas forcément la vraie coordination bidante, mais peut-être juste une monocoordination. Et puis, alors peut-être ce qui est intéressant, many applications of TMDA, donc dans la présence de THF, sont peut-être simplement un placebo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, je le dis, TMDA avec le THF, bon, ça ne sert pas à grand-chose a priori. Et donc, globalement, en conclusion, se dire que TMDA a une très forte capacité à casser les agrégats et va vous booster votre actif organolithien, oui, mais pas prendre avec des pincettes. Ce n'est pas forcément la panacée et ça dépend des conditions dans lesquelles vous travaillez. Voilà. Alors, quand on est sur ce type on va dire d'additifs, c'est intéressant de parler aussi des aminoalcoxydes par Gros et Faure, qu'on travaille ensemble, deux chimistes de Nancy. Alors, Gros et Faure, ce qu'ils ont montré, c'est que des aminoalcools, on peut, si on utilise du butylithium et qu'on met ces aminoalcools, le butylithium va les déprotoner et en fait, on va avoir, si on en met 2 équivalents de butylithium, on va avoir notre butylithium plus le sel d'alcoxyde de lithium. Et l'idée, c'est de rendre ces réactifs, notamment le butylithium, beaucoup moins nucléophiles et plus basiques, ce qui peut être particulièrement utile dans certains cas. Et notamment là où c'est utile, c'est pour des molécules comme les pyridines. Alors les pyridines, faire l'orthométallation ici, par exemple, typiquement, n'est pas très simple. Si vous prenez le butylithium, il va s'additionner de façon nucléophile. Si vous prenez le mélange Licor qu'on a vu, bon, lui c'est un petit peu fort, il va en fait métaller un peu partout. Et puis si vous prenez le LDA, vous allez avoir ce dimère, alors que le mélange donc, de Nancy marche très bien pour orthosubstituer ces pyridines. Alors, effectivement, le problème dont je n'ai pas parlé, mais je vais en revenir dessus, c'est qu'il y a une réaction qui est connue, c'est que cette position sur les pyridines subit facilement l'addition d'un nucléophile. Et une des réactions les plus connues, c'est la réaction de Chichi-Babine, où globalement, cet amidure va s'additionner ici. Alors, c'est des conditions qui sont fortes, mais si on a un nucléophile qui est très fort, type un organolithien, on va avoir aussi cette addition. Et là où c'est intéressant, quand on pense maintenant aussi au développement de tous les ligands BP et ainsi de suite, c'est qu'on peut faire l'orthométallation très propre de tous les dérivés phénylpyridine, donc c'est dans cet article ici. Un point qui est très important, dont j'aurais peut-être pu parler un petit peu avant, mais qui contextualise bien cet effet d'orthométallation, d'effet directeur, donc c'est le Complex Induced Proximity Effect, donc CIPE, qu'on retrouve encore dans la littérature, et qui a été, on va dire, conceptualisé par deux grandes figures, Peter Beek ici, et Meyers, dans là aussi un article particulièrement intéressant qui reprend beaucoup de volets de la littérature et qui les analyse sous cet angle. Alors c'est quoi ce concept, ce complexe? C'est que d'abord on fait une analogie entre le lock and key de Fischer avec les enzymes, c'est-à-dire que globalement on a une parfaite, on va dire, interaction entre un substrat et quelque chose qui peut le servir de son hôte. Et donc globalement ici, ça va être l'organolithien et le substrat avec une précomplexation de ce type-là via la base de Lewis. Donc globalement, en établissant une telle espèce, on va dire, complexante,
on va globalement rendre l'approche de la base comme si c'était intramoléculaire, donc ça va être beaucoup plus sélectif que si on n'avait pas cette direction, ce phénomène dirigé. Donc, les avantages, donc on rend l'effet de chélate, par la chélation, on rend la méthylation intramoléculaire pratiquement, et donc on a un prééquilibre qui s'établit. Donc ce prééquilibre, pour que vous l'ayez, il ne faut pas qu'il y ait d'autres phénomènes qui puissent complexer votre lithien, d'où l'importance des solvants, une fois de plus, et autres. Et globalement, vous allez renforcer, par exemple, les déprotonations en alpha. Donc, typiquement, cette déprotonation de Gilman et Wittig de l'anisole rentre complètement dans le cas de ce CIPE. Il y a plein d'autres exemples. Ici, on va pouvoir déprotoner sur le même principe très facilement sur cette liaison azote-carbone, alors qu'a priori, l'acidité n'est quand même pas si bonne que ça. Ou également ici sur cet cétone ester alpha-bêta insaturé. Un exemple très marquant, repris donc, dans l'ACANT de Chemical Research par BIC, c'est en fait, par exemple, typiquement, la déprotonation régiosélective de ce type de substrat, de ce genre d'amide, où globalement vous avez deux protons, HA et HB. Au niveau du pKa, HA est largement au-dessus, il y a probablement 10 unités de pKa de différence. Donc le proton le plus acide, c'est bien lui, mais celui que vous allez pouvoir déprotoner en utilisant le butylithium secondaire, c'est en fait lui, grâce à l'établissement justement de ce précomplexe qui va favoriser donc, la déprotonation ici pour former cet anion allélique. Et donc, j'ai pris la figure qui est donnée dans l'article ici, par ce chélate à 7, a priori quand même moins favorable. On favorise l'angle entre le lithium, ici l'oxygène et l'hydrogène. On a aussi une interaction de la sigma ici avec la pi étoile de l'alcène, et donc on a un état de transition a priori assez robuste. En tout cas, ça c'est une chimie qui est assez utilisée, qui a été pas mal utilisée pour vraiment déprotoner sélectivement ici. Je pense qu'il en manque un. Il me manque une slide. Alors, et l'autre cas donc de Myers, c'est en fait l'alkylation de benzine aussi contrôlée par, dans ce cas-là, CIPE, c'est-à-dire que globalement, ici, on va traiter ce chloro aromatique par du butylithium, on va former ce lithien qui va très rapidement évoluer vers un benzine. Et ensuite, ce lithien ici va servir de nucléophile. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'attaque ici ortho va toujours être meilleure que l'attaque méta, parce que globalement, on transite par ce chélate qui dirige l'addition du lithien en ortho. Alors, ça va dépendre des groupes, mais on va d'un mélange favorable à potentiellement très favorable. Alors, si je reviens, nous, sur par exemple, typiquement l'utilisation d'un CIPE pour faire des silapipéridides. On était intéressé par ces molécules parce qu'on voulait aller jusqu'aux aminoacides potentiellement. Une voie d'approche pour ces molécules, c'est éventuellement d'utiliser la métathèse. Mais alors la métathèse avec des systèmes N-allyle, les complexes de ruthénium, beaucoup donnent des migrations d'hydrure et en fait on obtient généralement l'énamine ici, mais pas réellement le produit fermé. Et en fait, cette voie anionique était assez intéressante parce que globalement, quand on traite ce composé-là par deux équivalents de butylithium, donc un pour déprotoner l'azote et un a priori pour déprotoner la double liaison, on va obtenir ce complexe-là qui est particulièrement intéressant puisqu'on a une stéréochimie dans ce cas-là fixée du vinyle lithien. Et maintenant, on peut le piéger par un diélectrophile pour former ce type de dérivé à 70%. Et donc là, globalement, on a réellement un chélate très important qui nous permet donc d'avoir une déprotonation stéréocontrôlée. Et puis une fois qu'on a ça, on peut encore redéprotoner parce que là, on a beaucoup de choses pour le faire. On a un vinylsilane, on a un anion qui peut être délocalisé avec une stabilité potentielle ici en alpha du silicium.
ce qu'on montre ici en deutérant, ou en piégeant par un chlorosilane, ou par un aldéhyde. Donc en fait, d'ailleurs, on n'alkyle pas aux mêmes endroits ici. Donc ça, on a vu. Alors, un point qui a été assez important, parce que pour l'industrie pharmaceutique, c'est très important, c'est la réaction de Directed Automethylation, donc ce qu'on appelle DOM. Okay. Donc en fait, tout simplement, voilà, ce type-là de réaction, on a un groupement orthodirecteur ici, et donc on va faire l'anion ici, qu'on va piéger avec des électrophiles. Donc, vous reconnaissez évidemment le slogan ici, et donc Xnicus, qui était au Canada, va être aussi un important contributeur, avec une revue qui est très intéressante là, dans le ChemRev. Et globalement, on montre qu'il y a vraiment beaucoup de groupes qui peuvent servir de groupements orthodirecteurs pour la méthylation. Ça peut être des carbamates, mais ça peut aussi être des sulfones, des sulfoxydes, des amides, des oxalidines, des carboxylates, ainsi de suite. Alors, il a fait plus. Là, ça, c'est tiré d'un group meeting du labo de Phil Baran. Il les a mis par lot. En fait, dans la revue de Xnicus, ils sont aussi plus ou moins classés, mais il y a des groupements évidemment qui sont faiblement orthodirecteurs. Mais ceux qu'il faut retenir, et ceux qui sont couramment utilisés, sont probablement ici. Et ça, comme je vous le disais, c'est particulièrement utilisé dans l'industrie pharmaceutique, parce que toujours le même problème, une bonne partie des médicaments sont quand même des dérivés aromatiques fonctionnalisés. Alors, autre aventure là-dessus, nous, ce qui nous intéressait, en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était de faire l'orthométhylation de dérivés diméthylsilanol, sur l'idée justement de profiter du OH ici, qui serait déprotoné, puisque globalement, on peut avoir des anions oxygénés, comme ce carboxylate ici, ou l'anion ici comme groupe directeur, même si c'est a priori weak. Et donc, nous, l'idée, c'était de faire ça. Alors, il y avait, en série carbonée, ça avait été montré par Zebar, on peut prendre cet alcool benzylique, le déprotoner dans le pentane et le piéger par des électrophiles. Ce n'est pas des conditions si simples que ça, mais c'est surtout que ça ne marche pas très bien. Mais on était relativement plein d'espoir là-dessus. Alors pourquoi c'était intéressant de faire ça? C'est qu'on arrive avec ces dérivés-là, et puis ces dérivés-là, vous avez le silicium, et vous pouvez imaginer faire pas mal de choses avec, un couplage de IAMA, l'oxydé, ainsi de suite. Et l'accès à ces dérivés-là est assez trivial, parce que ça, c'est un produit issu de l'industrie des silicones, et ils s'en fabriquent des tonnes. Et on prend le phényl-lithium, on forme ça. Donc on pourrait tout faire même in situ, faire le phényl-lithium, on obtient le sélanolate qu'ensuite on orthométale, et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte en fait que là, l'orthométhalation était complètement inefficace, quelles que soient les conditions. Jamais observé. Ce qu'on observait plutôt, c'était des réactions de substitution sur le silicium. Dépendant des conditions, dépendant de l'organométallique. Et a priori, à notre grande surprise, un organolithien va s'additionner assez facilement en fait, sur le silanolate correspondant pour faire une espèce penta, voire peut-être même hexavalente. Et on a ensuite un des ligands du silicium qui part. Donc ça peut être le phényl, ça peut être le méthyle, et ainsi de suite. Donc ça, c'était assez surprenant. Juste pour vérifier quand même la faisabilité et que l'idée n'était pas complètement saugrenue qu'un silanolate puisse diriger. On est parti sur ce substrat ici, donc en mettant un groupement autre directeur et voir s'il pouvait y avoir une coopérativité entre les deux. Donc en mettant du butylithium dans les conditions éther à reflux des deux eaux, ce qu'on voit, c'est qu'on obtient le produit, on va dire, qu'on veut, ou qu'on espère, majoritaire. On a quand même un petit peu de méthylation ici, mais que seulement 13%, parce qu'une fois de plus, on subit là aussi l'attaque du N-butylithium sur le silicium. On a quand même une déprotonation ici, et on a, là, le produit est majoritaire, mais on voit bien que c'est quand même relativement compliqué. Donc un silicium, en fait, par rapport à un carbone, beaucoup plus électrodonneur, et il semble complètement désactiver ce noyau aromatique vis-à-vis de l'orthométhylation. Et si on veut se protéger de ça, donc ça c'était un peu l'idée un peu ultime, vraiment, j'ai envie de dire un peu le bazooka, quoi, pour tuer l'attaque nucléophile sur le silicium.
en mettant des terres butyles. C'est un substrat qui est complètement inerte, mais si on fait du pseudo-Schlosser in situ, c'est-à-dire qu'en fait on déprotonne le silanol ici par l'hydrure de potassium, on va faire le sel de potassium, et avec du butyl lithium, on fait a priori du butyl potassium ou autre quelque chose, qui est capable dans ce cas-là de déprotoner le noyau aromatique. Mais comme vous le voyez, la sélectivité ortho est catastrophique. Plus de méta et un peu de para, mais dans des rendements assez modestes. En fait, on piège par le CO2 et on fait les esters méthyliques. Donc, silicium sur noyau aromatique, ça sera toujours extrêmement, a priori, très inerte à métaller, en tout cas dans les conditions actuelles. Alors, d'autres évolutions de cette chimie, et donc quelqu'un qui a contribué très très fortement à le faire, donc c'est Paul Knoschel, il manque un L ici, c'est pas Paul Knosch, qui est à LMU Munich. En fait, le L de Knoschel, j'ai vu, il a bougé, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, donc Paul est à la retraite maintenant, mais a développé une série de réactions, de procédés et de réactifs très importants, et notamment les turbogrignards. En partant du principe que l'échange halogène lithium, lui, il marche très très bien, mais il faut le faire à température basse. L'équivalent en magnésium est beaucoup plus lent et on peut utiliser des grignards pour le faire, mais il s'est rendu compte que... Alors, il y a un grignard qui le fait assez bien, c'est l'isopropyl MgCl, mais si on ajoute du lithium chlorure, en fait, on va pouvoir vraiment accélérer fortement les réactions et les rendre très sélectives. Et surtout, les faire à température ambiante. Et ça, globalement, l'industrie aime beaucoup. Ça, c'est faire quelque chose à température ambiante, au lieu de le faire à moins 78, c'est un gain véritable. Donc, ici, on peut échanger ce brome très facilement, le piéger. Vous voyez quand même qu'il y a une plus-value ajoutée du lithium chlorure, le rendement est bien meilleur. On peut, si on a dit bromure, on va faire assez proprement la substitution. Une fois de plus, l'isopropyl MgCl tout seul marche beaucoup moins bien qu'avec le LiCl. Et puis, on peut faire cet anion ici et le piéger par différents électrophiles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'a priori, on est dans le cas ultime où on devrait avoir du benzène qui devrait être formé. Et le benzène n'est pas un problème, on se met simplement à moins 15. Et là, du coup, on fait une transméthallation avec un sel de cuivre pour piéger proprement le chlorure de benzoyle et former cette benzophénone, donc sans polyalkylation. Et on peut aussi faire l'addition conjuguée ici sur cette... alors c'est le couplage, d'ailleurs, c'est le couplage, avec cette iodo-énone. Mais ce qui est important, c'est donc pas de benzène ici, donc, et pas besoin vraiment d'une très très basse température. Ça marche aussi en série alkyle, donc on peut substituer ce bromure ici par le même type de réactif, garder la configuration de ce carbone et puis obtenir par préjage avec un électrophile différents cyclopropanes, d'y substituer et avec un très bon stéréocontrôle. Donc on peut formuler, on peut on va dire, ajouter ce dérivé, additionner ce sulfure. On peut, après transméthallation avec du cuivre, là aussi, donc piéger, former la cétone correspondante ou faire réagir avec le bromure d'allyle. Donc, c'est des réactifs qui sont de plus en plus couramment utilisés. De même que, on va dire un peu leurs cousins sur la même idée, là c'est plus sur l'échange halogène-métal, mais sur la déprotonation, c'est d'utiliser des amidures. Donc, je vous ai montré le LDA ici. Et en fait, qui est très réactif, mais globalement peut-être trop réactif et un petit peu moins stable. Et donc, comment calmer le jeu ? Justement, en faisant l'équivalent magnésié. Et on va pouvoir l'utiliser donc, pour des déprotonations. Donc, typiquement, là aussi, les substrats élus, c'est les pyridines, ou même c'est les composés diazotés. On va pouvoir déprotoner facilement ici en ortho, sans toucher au chlorure, et alkyler avec différents types utiliser différents types d'électrophiles pour avoir des différents produits.
Pareil ici, on va pouvoir déprotoner sans que ça vraiment évolue et on va pouvoir ioder, former ce dérivé brome-iode dans des bons rendements. Et puis globalement, on peut aussi donc, carboxyler, ainsi de suite. 15 grammes de produit, donc vous voyez quand même c'est assez viable. Alors, oui, un point important, c'est, on a parlé de chimie des carbanions sur l'idée d'anions relativement logiques, mais il y a aussi ces carbanions qui résultent d'une Numpolung, et notamment c'est l'idée de faire un carbanion ici, j'en ai un petit peu parlé au cours dernier. La forme, a priori, le réactif, l'intermédiaire stable qui est logique, c'est l'acélium, puisqu'il y a une délocalisation, une structure limite, mais cet anion, non. Par contre, ce qu'ont montré Corré et Zébar, donc Zébar étant postdoc à l'époque chez Corré, c'est qu'on peut utiliser ces dithianes et former un anion ici au pied de ce disulfure. Alors en fait, c'était connu l'utilisation de ces disulfures et qu'on pouvait déprotoner au pied des disulfures, mais la contribution majeure de Corré et Zébar, c'est d'avoir utilisé les dithianes qui donnent des réactifs beaucoup plus stables et des bien meilleurs rendements qui permettent vraiment de réagir bien mieux. Et ensuite, ça, on ne réagit qu'un électrophile et on peut le déprotéger ou l'hydrogéner. Et il y a une très belle revue de Zébar dans son Gewand qui parle de tout ça. Donc c'est une chimie qui va montrer aussi qu'on peut aller vers des carbanions, on va dire, non naturels. Et notamment, par exemple, les homoénolates. Bon, les énolates, on en a parlé, PK20, bon, là j'ai envie de dire c'est un peu la Rolls-Royce du carbanion. On a parlé de la cyclohexanone, ainsi de suite, mais bon, globalement tout ça c'est bien connu. Alors en termes de synton, c'est ce qu'on appelle un synton D1, mais lui, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le D2, c'est pas la polarité naturelle. Et comment l'engendrer? En plus, il est potentiellement en équilibre avec ce cyclopropanol. Et c'est là que le CIPE devient utile, comme on en a parlé un petit peu, donc on peut l'utiliser pour déprotoner ici. Donc ça, c'est Bic qui a montré ça. Et on peut aussi déprotoner des allyles carbamates, par exemple, donc former l'anion ici, qui va ensuite réagir avec un aldéhyde. Alors, vous avez un anion allylique. En fait, c'est ici que l'électrophile va s'additionner. Et donc ça, c'est tous les travaux de Hoppe. Et puis, on peut aussi ouvrir des cyclopropanols. C'est une autre possibilité. C'est des composés qui sont assez faciles à faire par différentes méthodes, même un carbène par exemple sur un éther, un énol-ester. Et en présence d'un métal et d'un électrophile, on peut globalement transiter par un intermédiaire homoénolate. Alors, les anions chiro. Alors, qu'en est-il exactement? Vous savez, quand on apprend la chimie, on apprend que les amines, à cause du doublé, ça s'inverse très très rapidement. En fait, les carbanions ont une barrière d'inversion qui peut être très très faible. Pour le méthyle, l'anion méthyle, cette barrière est calculée à 1,2 kcal, donc c'est vraiment très faible. Mais tout ce qui va être très important, c'est à quoi on attache les substituants et le sel du carbanion. C'est-à-dire que globalement, si vous commencez à avoir une liaison covalente assez forte entre le métal et le carbone, ici, vous allez pouvoir stabiliser beaucoup plus facilement la configuration de votre carbanion. Et le lithium n'est pas un des plus mauvais, même s'il y a mieux. Le fait d'introduire certains substituants électronégatifs, par exemple des sulfones, ça c'est beaucoup les travaux de Cram, va pouvoir permettre de garder la configuration d'un carbanion. Mais si vous avez de la conjugaison, attention, là vous avez délocalisation, donc là au contraire vous allez plutôt conduire à, on va dire, perdre la formation chirale. Et puis l'autre idée, c'est de mettre un carbanion dans un petit cycle, parce que là du coup la barrière d'inversion va être très compliquée. L'expérience, on va dire, ancestrale là-dessus, c'est celle de 1950 par Lensinger, qui a pu faire ce iodé de façon optically pure, le traite avec du sec-butyl-lithium racémique, carboxyle, et montre qu'on peut obtenir à moins 70 degrés cet acide optiquement pur. Okay,
Et puis évidemment, ce produit-là, sous la forme du racémique, puisque ça, c'est des racémiques. Mais si on fait la même réaction maintenant à température ambiante, en fait, ce composé-là va être formé de façon, on va obtenir le racémique. Donc évidemment, cette configuration du carbanion va être sa stabilité configurationnelle va être dépendante de la température. Et puis l'autre, en parallèle un petit peu, c'est comme je vous ai dit, si on met le carbanion dans un petit cycle, on va pouvoir garder la configuration ici, et dans ce cas-là, par exemple, piéger stéréosélectivement ce lithien et obtenir cet acide carboxylique. Alors, maintenant, comment faire la synthèse asymétrique avec des carbanions? Il y a énormément de possibilités, mais on peut utiliser évidemment des halogénures comme précurseurs et puis faire une méthallation ou une transméthallation ou ainsi de suite de façon contrôlée. C'est ce qu'on a vu dans la slide précédente. On peut utiliser des électrophiles chiro, mais on peut aussi mettre par exemple un auxiliaire chiral. Alors c'est vrai que les auxiliaires chiro, on a l'impression que c'est plus trop à la mode, mais en fait on se rend compte que par certains côtés, un auxiliaire chiral pas cher, qu'on peut introduire facilement, ce n'est pas si intéressant que ça. Et donc il peut permettre de piéger diastérosélectivement un carbanion. Et puis on peut aussi faire de la protonation asymétrique ou faire un carbanion et le protoner de façon asymétrique. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus dans les années 90, notamment à Rouen. Alors, les auxiliaires chiro, bon, je pense que là aussi, un des cas emblématiques, on va dire iconiques, c'est les oxazolidones de Evans, ici, où on va faire cet énolate et qui va s'engager dans des réactions de l'aldol et qui va pouvoir faire, avec un très très bon contrôle, ces dérivés synaldol. Et là, les applications en produits naturels ont été nombreuses. Bon, si vous regardez la littérature de Dave Evans et surtout tous les gens qui ont été sur ce chemin-là, vous verrez beaucoup de choses. On peut penser aussi, par exemple, au soufre, et notamment des sulfoxydes homochiro, qui peuvent induire des stérosélectivités de piégeage assez intéressantes. Donc là, le proton ici est relativement acide, 27,2, donc on peut le déprotoner. On peut faire donc une déprotonation énantiosélective et piéger cet anion par différents types d'électrophiles. Alors si on piège par l'eau ou le iodométhane, on va avoir des bons EE, mais comme vous voyez, on n'a pas la même configuration ici, selon que l'électrophile interagisse avec le lithien, comme dans le cas de l'eau, ou pas du tout, comme dans le cas du méthyllithium. Et donc, ce qu'a montré beaucoup, notamment Cram, c'est qu'en fait, ces anions en alpha d'un sulfoxyde, les barrières d'inversion, elles, deviennent beaucoup plus hautes. On n'est plus à 1 du 1, 2 kcal, mais on peut monter à 10-15 kcal par mol. Alors, un autre additif très important qui a un petit peu disparu de la scène et à mon avis qui peut revenir parce que quand même des choses intéressantes, c'est l'aspartéine. L'aspartéine, c'est cet alcaloïde ici, avec même dialcaloïde, issu d'une plante naturelle, le Lupinus mutabilis, le Cytisus scoparius, donc ça c'est le cytisène. Bon, bref, si vous voulez savoir quelle plante c'est quand vous prenez les balais là, avec de la paille, c'est des plantes qui font les balais, mais qui contiennent aussi beaucoup de spartéine. L'aspartéine, c'est une molécule très toxique, notamment au niveau cardiaque, donc faites attention. Il y a 2 diastéréoisomères aussi naturelles, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est énantio pure, la moins, donc c'est celle naturelle, et qui n'a pas d'axe C2. Et quand on regarde ses conformations possibles, elle a cette conformation magnifique où elle peut être un ligand bidentate pour un certain nombre de sels, magnésium, calcium et lithium. Donc ça a beaucoup intéressé les gens parce que là on est sur du TMEDA chiral, globalement c'est ça l'idée. Premiers travaux, 1971 par Hitoshi Nozaki. Tout simplement l'addition d'un grignard sur des aldéhydes et il voit effectivement que l'aspartéine permet d'avoir une induction asymétrique modeste, 20-30% de E, 40%. Et à ma grande surprise, les meilleurs EE obtenus avec l'aspartéine, en tout cas dans le déroulement historique, ont été obtenus ici. Donc à cet endroit même, 11 place Marcelin Barthelot, donc par ce groupe
Guettet et Capillon, donc, qui ont fait cette réformatskie asymétrique en utilisant l'aspartéine. Donc globalement, on forme ce zinc qui est complexé par l'aspartéine et qui va pouvoir être piégé de façon très diastérosélective ici pour obtenir ce type d'alcool. Alors pourquoi ce groupe était ici? Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait Oro, qui avait la chaire de chimie organique et qui était un spécialiste quand même de la chiralité. Donc il y avait une grande tradition de dédoublement, des effets des effets non linéaires, peut-être pas, mais même si Henri Kagan était ici d'ailleurs pendant quelques temps, mais il y a eu une tradition toujours de la chiralité très forte ici au Collège de France dans la chimie organique, commencé même par Jungfleisch. Et donc ce papier fait assez date. Alors il y en a deux qui ont montré toute la potentialité de l'aspartéine pour avoir vraiment des très bons EE. C'est BIC, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus simple sur le concept, prendre cette pyrrolidine bokeh, sec-butylidium, spartéine, et on piège avec un électrophile, et vous voyez les EE ici sont quand même excellents. Donc ça marche potentiellement très très bien. Hop, lui s'est intéressé à cette déprotonation qu'on a déjà vue. Où on peut faire donc, cet anion ici. Donc on a ici, dans ce cas-là, une déprotonation énantiosélective. On passe a priori à travers ce complexe qui va pouvoir être carboxylé pour donner ce produit-là. Il s'amuse aussi à vérifier la stabilité configurationnelle et l'essence d'induction en piégeant cet anion avec du triméthylchlorostanane, un réactif qui est, à mon avis, même plus commercial, tellement il est toxique. Et une fois qu'on a cet étain, ce dérivé stanylé, on peut faire une transméthylation avec l'atome EDA et repiéger avec CO2 et on obtient a priori le même produit. Alors, la littérature de Hoppe, si vous êtes intéressé par la chimie des anions, des carbanions, il y a beaucoup d'articles. Et alors surtout, ça se lit un petit peu comme un roman. Parce qu'il y a beaucoup de détails expérimentaux, voire même, surtout quand il écrit Servu, il parle de l'étudiant qui a fait ça, qui n'a pas vu ça, mais qui a eu l'idée de ça. Et puis il y a même des articles où il revient en arrière sur des attributions de configuration. Mais bon, globalement, le travail a quand même été très impressionnant. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondateur. Donc, pour aller assez vite, là aussi, toujours de la chimie d'homoénolate, deux types de systèmes, soit l'aldéhyde, soit l'acétone ici. Et il va partir de deux précurseurs isomères, soit l'allyle carbamate, soit le vinyle carbamate. Donc dans ce cas-là, on déprotonne ici, on déprotonne ici, mais on va arriver au même type de produit. Et avec le mélange N-butyl-spartéine, il va pouvoir avoir des piégeages du carbanion de façon très énantiosélective. Dans ce cas-là, on passe par ce chélate ici. Et dans ce cas-là, on passe par ce complexe. Alors il y a quelque chose qui est important, c'est que dans les deux cas, il passe par l'organométallique titane. Alors, je ne sais pas si on doit dire un organotitanique ou un titanien, ou bref. Donc, alors pourquoi le titane? Parce qu'en fait, la liaison carbone-titane est beaucoup plus covalente. L'électronégativité du titane, elle est d'environ une unité de plus que celle du carbone. Donc cette liaison doit être du lithium, pardon. Donc, elle va être plus covalente que la carbone-lithium et il va avoir une meilleure stabilité configurationnelle des anions. Et en fait, c'est effectivement ce dont il s'est aperçu ici, c'est que typiquement, ce carbanion, on a deux protons énantiotopiques, ici HR et HS. On en déprotonne un cinétiquement qui correspond à celui-là, mais globalement, ce n'est pas complètement stable configurationnellement, et le problème, c'est que ça a tendance à cristalliser. Donc ça va conduire à quelque chose qui ne va pas donner un seul énantiomère à la fin. En passant par le titane, ou alors il a une inversion de la formation du centre ici, maintenant il a un dérivé complètement configurationnellement stable qui va pouvoir ensuite réagir avec divers électrophiles. Donc quelque chose qui est quand même assez intéressant, que là aussi il y a eu des applications. Et puis, voilà, en fait, je ne vais même pas trop en parler. Le prochain cours, donc classe 5, je vous parlerai comment engendrer des anions par catalyse photoredox, donc je ne vais pas trop en parler. Et si vous êtes encore patient, jusqu'au cours 6, où là, notamment, on parlera des carbanions en synthèse totale, avec au moins ces trois contributions, Stolz, Carrera et Gache, et vous verrez donc pas mal de carbanions mis en scène. Voilà.
Donc je vous remercie de votre attention. Et puis voilà, donc, s'il y a des questions également. Merci.